Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le vendredi 7 novembre 2025, épisode 478, et au sommaire aujourd'hui, nous aborderons des vulnérabilités critiques touchant Suricata, Mattermost, Cisco, Google Chrome et VMware, ainsi que de nouvelles menaces liées au malware piloté par l'IA, une campagne de phishing usurpant l'identité d'E7 en Ukraine, et une attaque par ransomware revendiquée par le groupe Clop visant The Washington Post. Pour rappel, l'ensemble des sources utilisées pour faire ce podcast sont disponibles sur le site de radiocessort.org ainsi que dans la description de l'épisode. Si vous êtes un nouvel éditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Plusieurs vulnérabilités ont été identifiées dans Suricata, le moteur d'inspection réseau open source utilisé dans de nombreux environnements IDS, IPS et NSM. Ces failles concernent les branches 8.0 antérieures à la 8.02 ainsi que toutes les versions précédant la 7.013. Le bulletin ne détaille pas précisément les risques associés, mais l'éditeur évoque des problèmes de sécurité pouvant être exploités par un attaquant à distance. Les vulnérabilités référencées sont les CVE 2025 64330 à 2025 64335, ainsi que la CVE 2025 64344. Qui affectent plusieurs composants internes de Suricata. Certaines concernent la gestion des flux réseau et le décodage des paquets, d'autres la manipulation de buffers dans des protocoles pris en charge, entraînant potentiellement des délits de service ou de corruption mémoire. On apprend que les versions corrigées, la 8.02 et la 7.013, intègrent des patchs renforçant la robustesse du traitement des flux et des signatures, et le projet Suricata recommande une mise à jour immédiate dans toutes les instances en production, y compris celle intégrée dans les appliances ou orchestrées via des distributions tierces afin de prévenir toute exploitation. Les utilisateurs doivent vérifier la version exacte de leur moteur pour redéployer les binaires ou les paquets corrigés disponibles. Bien entendu, l'ensemble des détails techniques et des liens concernant les CVE sont disponibles dans le bulletin de sécurité officiel publié le 6 novembre hier sur suricata.io. Je profite que nous sommes entre deux actualités pour remercier Michael. Il se reconnaîtra. Je me suis trompé à mon insu sur une vulnérabilité mercredi. Ça concernant les CVE 2025 59 595. Elle était attribuée à Fortinet, d'après CVE Details, et c'est une erreur de leur part. Ça concernait Absolute Secure Access, absolument pas les produits Fortinet. Donc toutes mes excuses à vous toutes et à vous tous, chers auditeurs et auditrices. Comme quoi, quand on fait une erreur, il faut savoir la reconnaître. Une vulnérabilité a été signalée dans Mattermost Server, la plateforme open source de messagerie d'entreprise utilisée pour la communication interne et la collaboration des équipes. Le bulletin concerne plusieurs branches du produit. Les versions 10.11 antérieures à la 10.11.5, les 10.12.2 et les 10.5.13 et 11.03. L'éditeur ne précise pas la nature exacte du risque, comme d'habitude, mais indique qu'il s'agit d'un problème de sécurité pouvant être exploité à distance. D'après les précédentes publications de Mattermost, ce type de vulnérabilité peut toucher aussi bien la gestion des requêtes web que certains modèles d'authentification ou d'upload de fichiers, pouvant conduire à un contournement des restrictions, une fuite de données et une exécution du code non autorisé selon le contexte. Tous les correctifs ont été intégrés dans les versions corrigées publiées le 5 novembre, avant-hier, et Mattermost recommande à tous les administrateurs de procéder à une mise à jour immédiate. Le bulletin MMSA 2025-530, disponible sur le site officiel de Mattermost, détaille les versions concernées et les procédures d'application des correctifs pour les environnements en production et en cluster. Bref, vous l'aurez compris, on patch. Plusieurs vulnérabilités critiques ont été découvertes dans les produits Cisco, notamment Identity Service Engine, le fameux ISE, Unified Contact Center Express, l'Unified CCX, et toutes ces failles permettent à un attaquant distant, non identifié, de provoquer une exécution de code arbitraire ou un déni de service. La première vulnérabilité, référencée sous la CVE 2025 20343, touche Cisco Unified CCX. Elle résulte d'une validation insuffisante des entrées dans le traitement des requêtes réseau, et un attaquant distant pourrait exploiter cette faiblesse pour exécuter du code arbitraire sur le serveur, avec des privilèges du processus applicatif,
compromettant ainsi la disponibilité et la confidentialité des communications. Les versions affectées sont les versions antérieures à la 15.0 ES01 et les versions 12.5 SU3 ES07. La seconde série de failles répertoriées sont les CVE 2025 20354 et 20358, Impact Cisco ISE, jusqu'à la version 3.4 patch 3. L'exploitation repose sur la gestion des messages Radius et des suppressions de sessions mal formées. Pouvant déclencher une condition de tenue de service sur le service de contrôle d'accès réseau, un attaquant pourrait ainsi perturber temporairement les authentifications utilisateurs ou les communications entre les équipements réseau et les services ISE. Bien entendu, Cisco a publié 2 bulletins de sécurité détaillant les correctifs associés, et les administrateurs sont invités à appliquer les correctifs immédiatement et à vérifier les versions installées. Il faut prévoir un redémarrage complet des services concernés pour s'assurer de la neutralisation des failles. Les correctifs sont bien entendu disponibles sur le portail officiel de sécurité de Cisco. On continue sur les vulnérabilités. Il y en a plusieurs qui ont été identifiées sous le navigateur Google Chrome. Affectant les versions pour les systèmes Windows, macOS et Linux, les failles concernent toutes les versions antérieures à la 142.0, 7444.134 et .135 et sont corrigées dans la mise à jour publiée le 5 novembre 2025. Les vulnérabilités référencées sous les CVE 12725, 12729 touchent différents composants internes du moteur Blink et de la bibliothèque V8, utilisés pour l'exécution du JavaScript. C'est vraiment le talon d'Achille de Chrome. Parmi elles, certaines concernent la gestion de la mémoire dynamique, notamment des erreurs de type use after free ou out of bounds for a write, permettant potentiellement à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance lors du rendu de pages malveillantes. Alors il y a d'autres failles qui affectent le traitement des fichiers multimédia et des iframes ou la gestion des permissions dans le contexte du sandboxing. Toutes ces défaillances peuvent conduire à un contournement de politique de sécurité du navigateur ou à une élévation de privilèges locales, si elles sont exploitées conjointement avec d'autres vulnérabilités du système hôte. C'est maintenant le côté hybride qu'on peut voir. Avec une CVE, on peut faire un certain nombre de choses, mais quand on cumule un certain nombre de vulnérabilités, on va vraiment très loin sur la compromission du système. Alors Google indique avoir reçu plusieurs signalements de la communauté sur les chercheurs en cybersécurité et confirme que certaines de ces failles ont pu être exploitées activement avant la publication du correctif. Vous l'aurez compris, on patch son navigateur. Et on ne réfléchit pas. Tous les détails techniques complets et les CVE correspondantes sont consultables sur le blog officiel des mises à jour de Chrome. Moi, j'ai eu la source par le CertFR, qui est une superbe source, et il est très complet leur bulletin. Vous pensez qu'on en avait fini avec les vulnérabilités ? Non, c'est pas fini. On a une vaste série de vulnérabilités, c'est long comme le bras, qui a été identifiée dans de nombreux produits VMware, affectant principalement la plateforme Tanzu et ses composants associés, tels que les modules Cloud Foundry, Spring Cloud, Steam Sales, ainsi que les build packs. Pour plusieurs langages, alors là accrochez-vous, Node.js, PHP, Python, Ruby. Les produits concernés incluent également des outils critiques comme le Platform Automation Toolkit, le Tanzu Hub et les services de Single Sign-On. Toutes ces vulnérabilités, listées dans plus de 60 bulletins, j'ai pleuré, j'ai saigné, 60 bulletins de sécurité émis entre le 5 et le 6 novembre 2025, couvrant un large éventail de failles logicielles, et certaines vont concerner la gestion de la mémoire, d'autres des composants open source tierces embarqués dans les environnements Tanzu, et le spectre des risques inclut notamment la fuite d'informations sensibles, des élévations de privilèges, des exécutions de code arbitraires, des dénis de service. Il y a plusieurs CVE qui ont été référencés, je vous rassure, je ne vous fais pas les 60, mais donc on va dire que de la 2025 21848 à la 2025 21862, ça indique quand même des vulnérabilités très récentes liées à l'intégration logicielle entre les composants Tanzu et Cloud Foundry. Alors les bulletins publiés par Broadcom, désormais responsable du support de VMware, invitent à mettre à jour immédiatement l'ensemble des modules vers les dernières versions. Et les administrateurs doivent consulter chacun des bulletins de sécurité spécifiques sur le portail de Broadcom. Toutes les correctifs sont distribués sous forme de nouvelles images build packs mises à jour et quelques patchs cumulés dans les environnements Tanzu Platform et Cloud Foundry. Alors je sais, nous sommes vendredi. Eh bien, on va parler d'IA, quoi. C'est normal, il faut faire un peu de buzzword.
Il paraît qu'il y a des acteurs malveillants qui expérimentent désormais Gemini et d'autres LLM pour développer des composants de malware ou des agents de traitement de données. Selon le rapport de Google Threat Intelligence Group, le fameux TAG, l'usage des modèles ne se limite plus à des gains de productivité, traduction, rédaction d'hameçonnage, script. Des groupes testent des capacités d'IA intégrées dans la chaîne d'attaque elle-même. Plusieurs cas concrets illustrent cette évolution. APT42, lié à l'IRGC iranien, a tenté de créer un agent de traitement de données capable de transformer des requêtes en langage naturel en requêtes SQL afin d'extraire et de corréler des données personnelles. Bref, c'est un article hyper intéressant à lire. On a des exemples notoires comme une famille de codes qui a été détectée début juin et qu'on appelait le prompt flux. C'est écrit en VBScript. Elle va embarquer un module qualifié de Thinking Robot qui va interagir avec l'API de Gemini pour demander des techniques d'offuscation et d'évasion, puis réécrire son propre code afin d'échapper aux détections statiques. Il y a des variantes qui sont observées qui remplacent ce module par un mécanisme qui va pousser le modèle via un prompt sophistiqué et à régénérer le code toutes les heures en se faisant passer pour un expert VBScript offuscator. Google a retrouvé des tests sur VirusTotal et a désactivé les comptes liés, et dans sa forme actuelle, PromptFlux n'est pas encore capable de compromettre des réseaux, mais illustre l'intégration du just-in-time ou le juste-à-temps d'un LLM dans le flux d'exécution d'un malware. Parallèlement, Google signale l'emploi opérationnel par APT28, les fameux Fancy Bear, attribués au GRU russe, d'un outil nommé PromptStyle, plutôt que d'encoder... PromptStyle, oui c'est bien ça. Plutôt que d'encoder statistiquement les commandes, cet LLM va interroger via une API pendant l'attaque pour générer des commandes à exécuter. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup arriver, c'est la grande mode des fameux N8N embarqués, etc. Donc c'est juste la philosophie qui est la bonne. Et ils se sont mis dans l'histoire de dire on va laisser l'IA commencer à gérer toute seule, à faire de la prédiction sur ce qui peut se passer ou pas, ou comment elle peut faire pour éviter les détections. C'est passionnant, c'est hyper intéressant. Ça commence à arriver à un niveau de maturité qui commence à faire peur. Alors pour les petites entreprises, tout ce qui va être TPE, PME, vous êtes mort. C'est simple. Vous n'avez pas patché, vous n'avez pas mis à jour vos systèmes. C'est terminé, quoi. Bon, enfin, restons positifs. Il faut savoir que ce rapport mentionne enfin des tentatives de contournement des protections du modèle. Dans un cas lié à un groupe chinois, l'IA a d'abord refusé d'indiquer des vulnérabilités sur un système compromis, puis a fini par fournir des informations utiles auprès d'un opérateur qui a reformulé la demande en la présentant comme un exercice de type capture the flag. C'est extrêmement simple de lever les limites des agents LLM, que vous soyez sur ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral, il n'y a pas de sujet. Si vous commencez à mentir, l'IA ne sait pas que vous mentez ou pas. Elle n'a pas cette détection de prédiction. Vous arrivez, vous lui dites que vous êtes en train de faire un CTF, vous avez besoin de jouer aux gentils et aux méchants, c'est vous qui devez vous défendre contre des méchants, et vous donnez toutes les informations du serveur, et lui va vous dire toutes les vulnérabilités potentielles qu'elle peut avoir. C'est intéressant, et ça démontre une chose, il va falloir bosser un peu sur le sujet. Alors, en résumé, ce que Google observe, c'est une mutation. Les LLM servent désormais à automatiser l'analyse ciblée des données sensibles, et beaucoup plus préoccupant, à générer ou régénérer du code malveillant en temps réel. Ouais, c'est ça le côté nouveauté. On va dire à l'IA de se nourrir d'elle-même par rapport à ce qu'elle a appris dans ses différents datasets. Et plusieurs incidents ont déjà été détectés, des comptes désactivés, mais des variantes opérationnelles existent déjà, montrant un nouveau vecteur d'évolution pour les menaces. Une campagne de phishing observée en mai 2025 cible des entités ukrainiennes en se faisant passer pour la société slovaque de cybersécurité E7. On en avait un petit peu parlé, j'ai remis l'article parce qu'il y a quelques nouveautés. Cette activité, suivie sous le nom de Inedible Occurrence, est attribuée à un acteur aligné sur la Russie et partage des points communs tactiques avec les campagnes Backorder et UAC 212, liées au groupe Sandworm, c'est le fameux APT44. Les attaquants ont envoyé des courriels et des messages signal en ukrainien, classique, contenant un lien vers un faux installateur E7 hébergé sur des domaines frauduleux, tels que e7smart.com ou e7scanner.com. E7 Backdoor va utiliser le réseau Tor avec ses communications de command and control pour déployer OpenSSH et activer l'accès distant via RDP. Ça vous rappelle pas quelque chose? Enfin, on a un autre acteur pro-russe, Romcom, aussi connu sous les noms de Storm 978, UNC 2596 ou Void Rabizu, et a mené en juillet 2025 une série de spear phishing exploitant la faille WinRAR, classique, on revient toujours sur les trucs qui gagnent. Ils savent qu'en Ukraine, on utilise énormément WinRAR. On va exploiter à fond toutes les vulnérabilités possibles et potentielles de ce logiciel. Bref, je vous recommande l'article. Il
faut savoir que toutes ces attaques étaient initialement conçues comme un malware à but lucratif et Romcom est désormais employé dans toutes les opérations de cyberespionnage soutenant les objectifs stratégiques et géopolitiques de la Russie. Le groupe de ransomware Clop, on les croyait mourus, mais non, ils ne sont pas mourus. Donc, Clop a revendiqué le piratage du quotidien américain The Washington Post, ajoutant son nom à la liste des victimes sur son site de fuite de données hébergé sur le réseau Tor. C'est une compromission qui s'inscrit dans la stratégie habituelle de Clop. Un groupe russophone actif depuis 2019, issu du collectif TA505, connu pour ses campagnes de rançongiciel. On est sur une approche dite de double extorsion qui va combiner du chiffrement et de la divulgation de données. Et le groupe a des recours à des zero day. Et là, vous ne pouvez pas vous protéger, vous avez beau patcher, ça ne marche pas. Et à l'exploitation de logiciels tiers vulnérables. Bon, parmi les victimes, on se souvient qu'ils ont fait Shell, British Airways, Bombardier, PwC, l'Université du Colorado, ou encore la BBC, on avait parlé sur Radio CSRT. Bref, rien de nouveau. L'attaque présumée contre le Washington Post illustre la continuité des actes tactiques de Clop, alliant exploitation d'outils tiers vulnérables et pression publique via des fuites programmées sur le dark web. On n'a aucune preuve technique directe qui n'a été encore rendue publique par The Washington Post, mais connaissant le niveau des équipes informatiques et de réponse à incidents du journal, ça va être très intéressant à lire le rétexte. Et voilà, cet épisode se termine sous 42 fièvres. J'ai de la fièvre, mais grave. J'étais hier au Club Concordance. Je me suis réveillé ce matin avec un mal de crâne comme pas possible. Pourtant, j'ai bu que de l'eau. J'étais hyper raisonnable. En tout cas, j'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. C'est la difficulté de faire le podcast quotidien. Vous n'avez pas le droit d'être malade. J'ai la voix, j'ai le nez qui est bouché. Une chance, j'ai pu faire la version en anglais ce matin. Je tenais à peu près la route. Mais là, on arrive en fin de journée et c'est rude. C'est très rude. Mais tout va bien. Merci beaucoup aux auditeurs pour les messages que j'ai reçus sur radiocessort@gmail.com. C'est hyper touchant ce que vous m'avez envoyé. Je ne le lirai pas à l'antenne parce que je te fais juste dire merci, ça fait du bien. Michael, j'ai pu voir à quel point l'IA pour faire la news sur les save-up, les pauvres. J'ai beaucoup aimé le mail d'excuses qu'il y a eu. Je tenais à remercier Hervé. Ça fait flipper Hervé. Il faut vraiment qu'on n'envoie pas ça à quelqu'un pour dire je te remercie beaucoup que je sois ton médicament et que je sois parmi tes ondes lumineuses. Ça fait flipper parfois. Quand vous avez de la fièvre, vous lisez les mails, vous dites non, c'est une blague. Et non, en tout cas, merci beaucoup. Il est très long cet épisode. Ouais, il faut que je fasse pronto. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio CSRT au 07 68 72 20 09 et surtout que j'ai retrouvé le téléphone. Pour les plus timides, par email sur radiocessort@gmail.com. On se retrouve demain, j'espère qu'on se retrouve demain. Là ce que je vais faire, je sors les chiens, je vais me mettre dans le bain brûlant et je vais me blinder d'aspirine. Je vous embrasse très fort. D'ici là, on réfléchit pas, on patch. Et merci encore à tous les auditeurs et auditrices qui sont venus me voir hier au club. C'était génial. Je vous embrasse. De loin, parce que là, il est mouru le... À bientôt.